Le califat a été aboli officiellement par Mustafa Kemal en 1924 et Daesh, l'État islamique, ne veut certainement pas rétablir le califat ottoman. Ça n'est pas le califat auquel il fait référence. Le califat auquel il fait référence, c'est le califat des salafs, c'est-à-dire des compagnons du prophète, notamment celui des 4 premiers califes Rashidoun. Donc nous sommes dans une sorte de revivalisme qui est la marque de beaucoup de mouvements que l'on qualifie aujourd'hui un peu trop vite d'islamistes, c'est-à-dire un processus selon lequel toutes les théories politiques portées par les pays occidentaux seraient porteuses de corruption et donc il n'y aurait qu'une institution légitime qui est celle du calife. Et il faut rappeler qu'à la chute de l'Empire ottoman, il y a eu des revendications pour que le califat revienne à un descendant des Quraysh, donc à un arabe, et c'était bien aussi l'une des promesses faites par les Britanniques au shérif Hussein de la Mecque, à savoir qu'il serait non seulement roi d'un royaume arabe unifié sur le Moyen-Orient, mais qu'il récupérerait à son profit le titre de calife. La notion d'État islamique et de Dawla al-Islamiyya est un concept, et là je le dis avec certitude et force, un concept étranger au premier temps de l'islam. Et on a des auteurs qui ne sont pas forcément des propagandistes, notamment à l'époque médiévale, qui parlent de Dawla Islamiyya, mais pas dans le sens où on l'entend aujourd'hui, à l'époque contemporaine. C'est un État qui serait dirigé par des acteurs musulmans au nom de l'islam et à des fins islamiques. On est effectivement face à une réinvention du califat. Abu Bakr al-Baghdadi a été proclamé calife sans le consensus obligatoire des grands oulémas du monde sunnite. L'État islamique ne parle pas de l'État irakien, ne parle même pas du monde arabe, mais parle de l'islam. Et finalement, il a un discours qui s'adresse autant à des bédouins du désert irakien ou syrien qu'à des jeunes derrière leur ordinateur dans les banlieues d'Australie, de France ou d'ailleurs. Et donc on voit très bien que ce grand écart entre un universalisme revendiqué face aux croisés, ou ce que l'État islamique nomme les croisés, et ce localisme lui permet jusqu'à aujourd'hui de résister victorieusement face à une coalition de plus de 60 États qui le bombardent depuis maintenant plus de 9 mois. Depuis l'émergence de la confrérie des frères musulmans en Égypte à la fin des années 20, le projet d'un État théocratique qui serait gouverné au nom d'Allah a été un objectif constant pour les islamistes. Mais c'est en Iran, dans la sphère chiite et non dans le monde sunnite des frères musulmans, que naît une république islamique sous la direction de l'ayatollah Khomeini. C'est assez facile pour les États-Unis, qui auraient été très contents que l'Iran continue à être géré par le Shah d'Iran, gendarme du Golfe, à partir de cette révolution qui les prend comme cible numéro 1 et qui a besoin pour son propre fonctionnement de dénoncer le grand Satan. C'est assez facile de dire grand Satan, empire du mal. Iran had a revolution, overthrew the Shah's regime. Il y a eu la révolution en Iran qui a renversé le régime du Shah et au final, la force politique qui a réussi à accomplir cela a été une force religieuse. C'était un islam politique organisé et ce fut la première fois dans l'ère moderne que l'on a été témoin d'une mobilisation de l'islam politique réussie qui a soudainement renversé ce qui semblait être un régime extrêmement puissant. Et je pense que cela a contribué à stimuler la croyance ailleurs dans le Moyen-Orient, y compris dans des endroits comme l'Algérie, l'Égypte, selon laquelle des mouvements islamiques pouvaient accomplir la même chose et faire tomber des mouvements impopulaires dans ces pays. Le triomphe de la révolution iranienne crée une onde de choc dans le monde arabo-musulman et suscite un immense espoir chez les islamistes. En Algérie, le Front islamique du salut, fondé en 1989, adopte la stratégie des mollahs iraniens pour monter à l'assaut du pouvoir, avec un slogan qui galvanise les foules des partisans du parti. Dawla Islamiyya, État islamique. Ali Belhadj, un de ses leaders, étant emprisonné, c'est son fils qui délivre le message. Certains estiment que le premier printemps arabe a en réalité eu lieu en Algérie dans les années 80.
Et c'est en quelque sorte vrai. Il s'est produit un soulèvement massif contre le gouvernement. Cela a été suivi par une forme d'ouverture politique durant laquelle la société civile s'est organisée. Dans ce contexte, les islamistes politiques ont fait surface, se sont organisés et ils étaient même sur le point de remporter les élections parlementaires. L'armée est entrée en jeu et a empêché le parti islamiste d'arriver au pouvoir, ce qui a déclenché un conflit de presque une décennie entre le régime et les islamistes. L'élément inquiétant qui a été pour nous, j'allais dire, révélateur de cette crise, ce sont les grèves insurrectionnelles de 1991, où on a vu, si vous voulez, pour la première fois, défiler ce qu'on appelait des Afghans algériens. Et donc, on a pris conscience que la crise afghane, cette guerre contre les soviétiques, avait non pas seulement permis la libération de l'Afghanistan, mais elle avait mis en évidence toute une foule de djihadistes, de ce qu'on appelait, nous, les Afghans arabes. Et que l'Algérie avait ce type de population, et c'est ce qui nous a inquiétés, ce basculement vers la radicalisation et vers la violence. Portés par une vague populaire qui semble irrésistible, les dirigeants du FIS proclament leur volonté de créer un État islamique en Algérie. Comment une promesse démocratique a-t-elle accouché d'une tragédie qui va durer 10 ans ? Le peuple algérien était fatigué de cette gestion autoritaire, de parti unique, d'une gestion antidémocratique qui a fait que lorsque 88 a explosé, il me semble que ça a été une explosion populaire qui manifestait le rejet du système qui gérait le pays depuis plus de 30 ans. Le fils, on peut lui reconnaître ceci, c'est qu'il a été honnête en dévoilant tout à fait son programme et ses mots d'ordre. La Dawla Islamiyya, alayha nahya wa alayha namut. Dawla Islamiyya, ça veut dire l'État islamique. Comment sauver la démocratie? Lorsqu'on a commencé des élections, qu'on voulait libres, sincères et honnêtes, les arrêter parce que l'autre parti est vainqueur, c'est très peu démocratique. Durant la campagne électorale pour les élections législatives de 1991, le FIS bouscule le pouvoir et marginalise les forces démocratiques. Le parti est largement vainqueur au premier tour. Le deuxième tour s'annonce comme un raz-de-marée pour les islamistes. Mais il n'y aura pas de deuxième tour. Effectivement, l'armée algérienne a opté pour l'arrêt du premier tour en suspendant le deuxième tour. Mais il faut bien reconnaître que ceci, ça a été ce qu'on appelle le Haut Conseil de sécurité qui l'a prononcé, où il y avait bien sûr le ministre de la Défense, le chef d'état-major, le ministre des Affaires étrangères, le chef du gouvernement et d'autres personnalités qui ont décidé de l'arrêt du processus électoral. L'émir national du GIA, Ouesmi Cherif, a annoncé la création d'un khalifa en Algérie en février 1994. Et dans ce khalifa en Algérie, qu'est-ce qui était membre du conseil de direction? Il y avait déjà Abbassi Madani, Ali Belhaz, les deux leaders du FIS. En ce qui concerne ce qui s'est passé en Algérie, d'abord, il faut avoir en tête une notion très simple, c'est que l'Algérie est indépendante depuis 1962. En dépit des liens très étroits, profonds, humains, linguistiques, culturels, familiaux, économiques, qui sont des liens parfois un peu névrotiques, comme dans les familles, mais enfin ce sont des liens impressionnants. La France n'a jamais eu à prendre des décisions. Elle n'a jamais eu non plus à répondre à une demande de conseil. Elle était mise devant le fait accompli. Mais les tendances en France qui considéraient que, après tout, si les islamistes arrivaient au pouvoir, il fallait faire avec, ont toujours été très minoritaires. On a trouvé cette tendance qui existait dans une partie des médias, par exemple, chez certains intellectuels,
certaines ONG, mais aucun pouvoir en France de droite ou de gauche n'a été sur cette ligne. Donc la France a vécu ça en étant douloureusement bouleversée par ce qui se passait en Algérie, mais ce sont les Algériens eux-mêmes qui ont fait des choix. Avec le détournement spectaculaire de l'Airbus d'Air France par des membres du groupe islamique armé et des attentats comme celui du RER de Saint-Michel à Paris, la France subit l'onde de choc de la tragédie algérienne. Dans le pays, l'arrêt du processus électoral déclenche un déferlement de violences terribles. Dès l'année 1992, le cycle de violence est enclenché. Il va faire des dizaines de milliers de victimes dans les villes et les villages. Les bases économiques du pays sont ébranlées. L'armée algérienne et les services de sécurité mènent une guerre sans merci contre les groupes du GIA et de l'AIS. L'Algérie a été l'objet d'un giga-terrorisme. C'est un méga-terrorisme qui n'avait aucune seule limitation. Et d'ailleurs, il y a eu des fatwas qui ont été énoncés par des émirs du GIA qui rendaient apostat une partie de la population algérienne. Et par voie de conséquence, c'était licite de les tuer et de les exterminer. La société civile et le monde de la culture sont particulièrement visés par les groupes terroristes du GIA. Un grand nombre d'intellectuels, d'artistes, de journalistes, de cadres, d'enseignants, de fonctionnaires sont assassinés. On n'avait pas le temps d'enterrer certains de nos amis, certains de nos proches, qu'il fallait le lendemain recommencer. Et quand nous nous retrouvions à des obsèques, eh bien nous nous regardions et dans notre regard, on pouvait lire « À qui le tour demain ?» Les Algériens ont été confrontés, à partir des années 92-93, à une montée en puissance exceptionnelle de la mouvance armée, puisque l'armée islamique du salut, qui était la branche militaire du fils, avait des milliers de combattants. Lorsque le GIA monte en puissance, il y a des milliers de combattants. Il y a plus de 20 000 combattants qui sont déployés sur l'ensemble de l'Algérie. L'Algérie est en partie sous contrôle. Et ce qui a fait, je crois, la réussite de cette lutte, c'est à la fois une armée solide qui pouvait d'ailleurs surprendre parce que c'est une armée de conscrits. Ce n'était pas une armée de professionnels, c'est une armée de conscrits qui a été encadrée par des professionnels. Et cette armée de conscrits, si vous voulez, on a eu assez peu de déserteurs. Donc on avait des massacres qui étaient abominables. Et donc on a eu de la part des gens qui pouvaient avoir de la sympathie pour la mouvance religieuse islamique, un retrait. Ce qui s'est passé, c'est que l'État ne s'est pas effondré. Les structures fondamentales de l'État, le parti politique principal, le parti au pouvoir, la bureaucratie et l'armée, qui est une force militaire très professionnelle, se sont maintenues.